Bienvenue dans Movies 2025, première émission concoctée, j'essaye de prendre une voix grave parce que mon camarade me dit que ça passe mieux à la radio, concoctée comme d'habitude par Patrick Servel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout, puisqu'on est au mois de janvier, début janvier, une très bonne année 2025. En particulier une bonne année ciné qu'on espère aussi riche que la précédente. Alors j'ai oublié de parler bien évidemment de notre ami Hervé Brie qui a un petit chat dans la gorge. Bon, alors les films chroniqués aujourd'hui. Une comédie française avec un ours dans le Jura. Qu'est-ce que tu en dis, Patrick ? J'en dirais du bien, je crois. Bon. D'une réalisatrice portugaise, Banzo, que je n'ai pas vue et que tu as vue, qu'est-ce que tu en dis ? Oula, c'est bien. Bon, voilà, vous voyez à peu près le genre de film. Dans Hiver à Sokcho, un artiste illustrateur français se rend au fin fond de la Corée du Sud pour y rechercher l'inspiration. Une très très belle surprise. Reconstitution par la fiction d'une histoire authentique, celle du combat d'une famille pour connaître la vérité sur la disparition du père sous la dictature militaire brésilienne des années 70. C'est « Je suis toujours là ». Bird, drame social et fable onirique, le parcours d'une adolescente anglaise livrée à elle-même et qui se trouve un ami imaginaire. Au cœur des volcans, documentaire de Werner Herzog bâti sur les archives d'un couple de volcanologues français auquel le réalisateur allemand rend hommage. Et enfin, test comparatif entre deux longs métrages sortis en décembre, Crossing Istanbul, où une mamie géorgienne part à la recherche de sa nièce dans le labyrinthe de la cité turque, et Everybody Loves Touda, avec une jeune femme marocaine qui veut faire carrière dans la chanson à Casablanca. Plus en deuxième couche, évocation des reprises en ce début d'année de certains bons films de 2024. Et il y en a. Dans les salles indépendantes comme dans certains multiplexes. Et dans le viseur, repérage de quelques films attendus ou pas d'ailleurs pour 2025. Donc beaucoup trop de choses au programme en une heure. Patrick, il y aura du bonus dans l'air, on verra quoi. Et tu ouvres le bal. Tu ouvres le bal avec quoi ? Alors moi j'ai pas vu Banzo, c'est ça, ou Bonanza, je sais pas, j'ai pas vu. Alors Bonanza, pour ceux qui ont plus de beaucoup d'années, c'était un feuilleton qu'on voyait sur la première chaîne avec les grands chapeaux en noir et blanc. Voilà, donc c'était notre époque. Ah oui, c'était, il y en avait. Alors, ça. Banzo. Je sais juste que c'est d'une réalisatrice portugaise, c'est ça ? C'est bien. Alors, c'est un film portugais, tu viens de le dire, qui était d'ailleurs présenté lors du dernier festival du film d'histoire de Pessac. Il est sorti le jour de Noël, donc le 25 décembre, ce Banzo. Alors, l'action se situe au début du XXe siècle sur une des îles de Sao Tomé et Principe, alors excusez la prononciation, ce sont des îles qui sont au large du Gabon, qu'on a appelé pendant longtemps l'île au chocolat, puisque c'est là qu'était exploitée la cabosse du cacaoyer qui permet de produire le cacao, ou plus prosaïquement le chocolat. Alors bien que cela ait été aboli une trentaine d'années plus tôt, les travailleurs au service des colons, ces travailleurs ont un contrat de travail. Mais quand on voit le résultat, on est plutôt encore resté dans l'ère des esclaves, puisqu'on se rend compte que certains ont été un peu enrôlés de force et sans le savoir. Et s'ils veulent repartir, il faut qu'ils payent pour pouvoir repartir, donc ils sont finalement condamnés à rester. Il faut savoir qu'il faudra attendre 1975 pour que l'île acquiert son indépendance et sorte de la tutelle du Portugal. Alors Banzo, c'est un titre énigmatique que l'on pourrait
traduire en bon français par dépression. En fait, il s'agit d'un état dont souffrent les travailleurs, donc les travailleurs que j'ai évoqués, les esclaves, on peut encore les appeler quasiment des esclaves, qui viennent d'Afrique et qui, donc, pour la plupart, ont été plus ou moins vendus. Ne sachant pas lire ni écrire, on leur a demandé de mettre leurs doigts sur un bout de papier et puis ils montent sur un bateau et ils sont arrivés là. Alors, eh bien, on se rend compte que pour un certain nombre d'entre eux, ils se laissent littéralement mourir. Quand on parle des fois qu'on a le mal du pays, bah là c'est le mal du pays à son paroxysme, puisqu'ils refusent de se nourrir, et même certains vont jusqu'à aller ingérer de la terre pour se rendre malades. Ce qui va faire qu'à un moment donné, c'est une chose assez horrible, pour les empêcher de faire ça, on va leur mettre des sortes de muselières, comme qu'on pouvait mettre à certains chiens pour éviter qu'ils... Ou même aux esclaves, on le voit dans le film Ni chaîne ni maître. Eh bien voilà, là on revoit exactement la même chose. Alors, on va avoir deux personnages, on va dire des personnages qui sont au départ un peu extérieurs, et c'est intéressant, puisque ces deux personnages vont avoir, eux, une vision plus objective de ce qui s'y passe, et ils vont pouvoir bien appréhender la situation. On va suivre ainsi l'arrivée d'un médecin, le docteur Alfonso, qui, s'est dit rapidement, il veut un peu refaire sa vie, il a déjà travaillé en Afrique, et là, il va être chargé par la compagnie de comprendre cette maladie et de trouver, si possible, un moyen de guérir. Alors on voit des fois les moyens sont quand même brutaux, puisque on va les forcer à se nourrir, ça va être une façon gavage, et ce docteur va être lui hébergé par le propriétaire, le directeur de la plantation. Et c'est là aussi qu'on apprend, ils sont très procéduriers, c'est-à-dire que il y a un travail d'archive qui est fait, c'est-à-dire que on note pour tous les employés, j'allais dire, sorte comme on peut trouver de suivi de marchandises, de traçabilité, pour savoir d'où ils viennent, qui est-ce qui les a amenés, et tout ça est traité vraiment d'une façon comptable, parce qu'il doit rendre compte à Lisbonne pour dire combien il a d'ouvriers, quels sont les résultats. Vraiment, c'est un professionnel, un professionnel de l'exploitation humaine. J'ai parlé d'un premier personnage, on en a un deuxième, c'est un photographe qui va faire œuvre un peu de reportage. Alors c'est un ancien esclave, un ancien fils d'esclave qui travaillait à un moment donné pour un photographe. Le photographe disparaissant, mourant, lui a laissé tout son matériel, et lui, il va d'abord travailler pour faire de la publicité pour l'industrie, donc il va photographier des ouvriers bien habillés, bien propres, pour faire publicité de ce qui se passe dans l'exploitation, pour montrer qu'ils sont bien traités. Si on pouvait faire un parallèle, c'est comme quand pour certains camps on photographie les gens bien habillés, on montre qu'il y a de la musique et des choses de ce type. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce film, c'est ce que nous apporte la réalisatrice, c'est-à-dire qu'elle essaye de nous montrer finalement le système d'exploitation. Alors exploitation de la terre, pour en tirer la fève de cacao, et exploitation des hommes. Et on se rend compte que finalement, déjà à ce début du siècle, on voit l'homme qui est en train de détruire aussi bien la nature, de détruire les animaux, de détruire les êtres humains. Ça, c'est assez fort. Et surtout aussi, alors là, ce qui est très prégnant dans ce film, c'est qu'elle a réussi à nous faire ressentir le climat de cette île, ce climat tropical, étouffant. C'est une succession de pluies torrentielles, des pluies brutales qui empêchent finalement toute activité humaine. On entend même
petit moment d'humour. On a deux servantes qui disent mais pourquoi étendre du linge pour le faire sécher? Il va encore pleuvoir. C'est cette humidité et aussi ce manque de lumière, hein. Et on sent que ce manque de lumière qui ne rentre pas non plus à l'intérieur des personnages. On a un brouillard qui est quasiment permanent. Mais ce brouillard aussi, il symbolise, moi je l'ai vu un petit peu comme ça, sur la vision qu'ont les gens des choses, c'est-à-dire que on ne veut pas voir, donc on a un brouillard. Donc pour moi, c'est une œuvre qui invite véritablement à la réflexion sur les conséquences humaines et les conséquences sur la nature de l'histoire coloniale. Elle met en lumière de façon très forte la souffrance psychologique liée à la perte de ses racines et à l'éloignement de sa terre natale. C'est pas un film facile, il va pas rester forcément très longtemps, mais c'est vraiment un film, moi, qui m'a ému. Alors, ce que tu m'as dit, moi, j'ai envie de le voir, hein. Le banzo, ce mâle, là, on dirait que c'est un mix entre la saudade du Cap-Vert et le syndrome de régression du film Quiet Life. Quiet Life, un peu de ça. Mais tout à l'heure, on a juste un petit peu évoqué Ni chaîne ni maître. Là, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus fort par l'ambiance, par l'atmosphère qu'elle arrive à recréer. Tous ces esclaves, on les entend pas. Ils sont là, ils sont muets. C'est hyper fort comme film. Alors, on va changer d'endroit, d'époque et de style maintenant avec un drame social anglais. Film là aussi très fort. Ouais, Bird. Alors, drame social, mais doublé d'une fable onirique et découverte d'une réalisatrice que je connaissais pas pour moi. Bailey, adolescente d'une 12aine d'années, vit avec son frère aîné Hunter et son père Bug, qui les élève seuls dans un squat du comté de Kent, pas loin d'un bord de mer, mais bord de mer pas très réjouissant, hein. Enfin, quand je dis élève, c'est un bien grand mot, hein. Oui. Vu que les enfants sont livrés à eux-mêmes, le papa un peu fantasque. Alors, il est aimant, hein, certes, hein, mais un peu à l'ouest, n'ayant pas beaucoup de temps à leur consacrer. Fantasque, t'es gentil, fantasque. C'est un euphémisme. Alors, donc, Bailey, qui paraît la plus mature des trois de la famille, en fait, hein, va chercher l'attention et l'aventure ailleurs, en déambulant dans un décor pas des plus joyeux, hein, entre gangs de garçons, terrain vague et plage grise. Elle fera des rencontres animales en particulier, hein, comme des échappatoires à la réalité, goélands, chiens, papillons, corbeaux, chevaux, qu'elle capture en images sur son téléphone à moitié cassé, et elle va se lier d'amitié aussi avec un curieux personnage marginal, qui déambule lui aussi, une sorte d'homme-oiseau, le Bird du titre, qu'on peut voir comme une sorte d'imaginaire, d'ami imaginaire, hein, qui la comprend et même la défend. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser au cinéma de Ken Loach. Et à Kess. Forcément. Bien sûr, qui s'intéresse souvent à des personnages du prolétariat, voire du sous-prolétariat anglais, avec beaucoup d'humanisme. Oui, comme tu disais, hein, Kess, c'est son premier film, hein, en 69, et il décrivait le parcours d'un jeune laissé pour compte qui, pour occuper son ennui, dresse un faucon. Déjà une histoire d'oiseau libérateur, finalement, hein. Mais Loach, c'est du cinéma social réaliste, qui reste les pieds sur terre, alors que Andrea Arnold, la réalisatrice de Bird, dont c'est le premier long métrage que je vois, moi, elle décolle du sol pour se faire onirique, hein, en quittant le réalisme. C'est intéressant parce que singulier dans le contexte social du récit. Alors, l'acteur anglais à l'accent à couper au couteau, hein. Il s'appelle Barry Keoghan, est fascinant dans son rôle de Bug, hein. Il est en même temps magnétique et paumé, je trouve, hein. Et l'acteur et danseur allemand Franz Rogowski, qui est lui habitué des rôles atypiques, nous fait lui un personnage étonnant en Bird. La jeune fille métisse qui joue Bailey, avec une maturité que j'ai trouvée étonnante, alors qu'elle a l'âge du rôle, hein, du personnage, 12-13 ans, elle est aussi très impressionnante et elle porte le film. Elle s'appelle Nikia Adams. Alors, voilà pour Bird, film âpre, mais
pas glauque, enfin pas trop glauque, disons plutôt lyrique, qui dresse le portrait d'une jeune ado sur fond social délétère. Il est beaucoup défendu par la critique, à juste titre. Il avait fait sensation à Cannes en mai dernier et sa réalisatrice a obtenu le Carrosse d'or, prix de la section La Quinzaine des réalisateurs. Et il est très bien distribué, en même temps dans certains multiplexes et dans de nombreux cinémas indépendants. Alors oui, je modulais en disant pas trop glauque, parce que je rajoute que malgré une certaine poésie qui nimbe le contenu social, on a quand même droit à quelques scènes assez rudes. Je pense par exemple à celle où Bailey va voir sa mère et ses demi-sœurs. Là, c'est raide. C'est peut-être limite too much avec ce compagnon toxique de sa mère que j'ai trouvé bien caricatural. Je rajoute encore quelque chose, une bande musicale, des groupes anglais contemporains pour la plupart, très électrique. Ah, ça dépote. Ah ouais, qui participe à l'énergie communicative du film. Tu l'as vu aussi, Patrick? Oui, c'est un film qui a été aussi un choc quand je l'ai vu. À la sortie du film, j'étais un petit peu réservé parce que j'étais quand même assez sonné. Tu as évoqué Ken Loach, mais le cinéma de Ken Loach à côté, c'est hyper doux. C'est hyper doux. Là, on est quand même beaucoup plus fort. L'acteur qui joue le père, alors le père quand même qui a par rapport à sa fille peut-être 14 ou 15 ans de plus. On l'avait vu, il jouait dans Banshees of Inisherin. Inisherin, où il jouait un peu l'idiot du village. Là, il est assez extraordinaire. Il y a des scènes qui sont très belles. Moi, je me souviens de cette scène d'ailleurs qui est sur l'affiche où l'on voit la jeune fille qui fait la planche. Elle est dans l'eau. Et là, il y a un moment qui est très beau. J'ai pensé aussi avec Bird. Bird, il y a des moments, j'ai pensé un petit peu au règne animal. Je vais en parler tout à l'heure, les histoires d'hommes-oiseaux. Ouais, ça, on est obligé d'y penser. Donc, c'est un film choc, un film puissant. Voilà, il faut y aller bien avec l'esprit bien ouvert et s'attendre à... Oui, il y a des moments qui sont quand même très forts. Alors, je profite de film pour faire un bref recensement de films avec une occurrence humain-oiseau hybridé, comme dans Bird. Bah oui, tu l'as dit, le mutant mi-homme mi-volatile qui a du mal à décoller et surtout à atterrir dans le règne animal. C'est ça qui m'est venu à l'esprit en premier. Il y a aussi un personnage comme ça dans un des films de la franchise X-Men, je sais plus lequel, et le gars, il veut se couper les ailes qui poussent. On a Birdman aussi d'Alejandro Iñárritu en 2014, avec Michael Keaton, ex-star ayant incarné un super-héros qui est en dépression et qui se sent aigle. Plus ancien, je suis sûr que tu te souviens. Birdie d'Alan Parker, dans les années 80, avec un Icare prostré, nu et sans ailes. Et puis il y a aussi Brewster McCloud, c'est L'homme ou oiseau en français de Robert Altman en 71, où un jeune adulte veut voler. Et enfin, on trouve une fille oiseau parmi les monstres de foire de Freaks, la monstrueuse parade en français de Todd Browning en 32. J'ai aussi trouvé, mais pas vu, un dessin animé français récent de 2022 qui s'appelle tout simplement Icare et qui semble revisiter le mythe. Madeleine. Oui, Madeleine à propos de Patrick Brion,
qui a quitté en décembre sa fonction en tant que tenancier du cinéma de minuit depuis 1976 sur le RTF, FR3 puis TV5, dont cette musique là qu'on vient d'entendre de Francis Lay était le générique. Alors, Patrick Brion, peut quand même discret journaliste critique et historien du cinéma, il a réalisé de multiples ouvrages, des encyclopédies, du western, de la comédie musicale, du film noir, du polar français et tout un tas de monographies sur des acteurs et actrices et réalisateurs. Bref, un puits de savoir sans fond sur l'histoire du ciné, mis à la retraite forcée. Bon, faut dire qu'à 84 ans, hein. Bon, il est remplacé, mais sa présentation avec la voix si particulière. Le film que vous allez voir sur des visages de stars de ciné est supprimé. Alors, je sais qu'on part maintenant en voyage en Corée du Sud, enneigé, d'après ce que j'ai compris. Oui, il y a quasiment un an, le cinéma nous proposait un hiver à Yanji, en Chine. Et bien aujourd'hui, on découvre Sokcho, une ville côtière sud-coréenne, donc qui donne sur la mer du Japon. Le réalisateur, c'est Koya Kamura, donc qui va nous proposer de passer un hiver dans cette ville située pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres, au sud de la Corée du Nord. On retrouve, alors elle s'appelle So-a. Au nord de la Corée du Sud ou au sud de la Corée du Nord? Elle se trouve au nord de la Corée du Sud. Elle se trouve au sud de la Corée du Nord. Ah bah oui. Moi, je dirais au nord de la Corée du Sud, parce qu'il y a la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Chine. Oui. Non, mais elle est à la frontière. Elle est à la frontière de la Corée du Nord. Donc, on a So-a, une jeune femme qui doit à peu près 23 ans, qui a une vie, somme toute, qui nous semble assez routinière, entre les visites qu'elle fait à sa mère, qui est une marchande de poissons, et puis elle a une relation, elle a son petit ami, John Ho. Et elle travaille dans une petite pension. Et un jour, comme ça, arrive Yann Kéran, un quinca français, qui arrive donc dans cet hôtel. Alors, il faut savoir que So-a, elle a eu, son père était français, et donc elle a appris le français. Et tout naturellement, eh bien le gérant de l'hôtel va confier le Frenchie à la jeune fille. Ainsi, elle va devenir le guide alors je l'ai pas dit, c'est un dessinateur de bande dessinée qui est venu là pour s'isoler, pour travailler sur un nouvel album. Donc il est venu dans cette petite ville complètement engourdie. Et là, on va les suivre tous les deux, et par petites touches, ils vont apprendre à se connaître mieux. Le français, là, n'est pas un animal qui se laisse apprivoiser facilement. On pourrait même dire que c'est un rugueux taiseux. Et la jeune fille est grande fille, ce qui est assez rare, disons, pour une population coréenne. Elle non plus. On peut pas dire que ce soit une jeune fille qui va se laisser séduire de façon très, très facile. Alors, ce qui ressort de ce film, c'est avant tout, là aussi, tout à l'heure j'ai parlé d'une atmosphère, là on a une atmosphère mélancolique, contemplative, et même la ville elle-même et ses environs font partie vraiment du personnage. La ville fait partie du personnage de ce film. C'est également l'étude de la relation subtile entre deux êtres, et c'est vraiment très loin des romances classiques que l'on peut souvent voir. Là, beaucoup de choses sont non dites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de ce Français va être un déclencheur pour cette jeune fille, puisque elle ne connaît pas, elle sait que son père est français, sa mère a toujours refusé de lui en parler, elle a juste une photo, et bien évidemment, ce Frenchie qui arrive, pour elle, c'est un possible père, ça pourrait être son père. Donc en fait, l'arrivée, ça va être le catalyseur et la réflexion qu'elle va pouvoir se poser sur la non-relation qu'elle a eue avec son père, c'est inconnu. Alors, si vous allez voir Hiver à Sokcho, je vous le conseille, si vous attendez à plein de rebondissements,
faut pas y aller. Hein. C'est pas fait pour vous. Hein. En revanche, si vous préférez privilégier l'intériorité des personnages, les émotions contenues, c'est vraiment le film intimiste qu'il vous faut. Portrait tendre, mais aussi cruel d'une jeune fille qui se sent abandonnée. Je n'ai pas parlé de l'interprétation. L'interprétation est pour beaucoup dans la réussite de ce film. Il y a déjà la jeune fille, Bella Kim, une jeune coréenne et qui parle aussi très bien le français. Elle est merveilleuse dans ce film. Et le grand taiseux est subtilement interprété par Roche Dizem. Là, il fait vraiment le minimum syndical, mais il le fait tellement bien. Alors le film est inspiré d'un roman que j'ai pas lu, un roman d'Elisa Chua Duzapin qui a été lauréat du National Book Award en 2021. Donc moi c'est un film qui m'a ému. Alors il y a ce côté coréen, asiatique que l'on retrouve souvent dans le cinéma japonais, retenue, ouais. Très très en retenue, mais des sentiments très très puissants. Et puis, donc, je reviens sur l'interprétation. L'interprétation est fantastique. Le réalisateur est d'ailleurs franco-japonais. Il n'est pas coréen, il est franco-japonais. Alors, les liens qui se tissent peu à peu entre les deux personnages principaux, lui taciturne et solitaire, et elle, son guide touristique provisoire, qui se questionne sur son identité, sont montrés de façon très belle, par petites touches sensibles. Roche Dizem, dans tous ses films, impose une présence physique et psychologique sans en faire des tonnes, et c'est encore le cas ici. Voilà. Oui, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet hiver à Soksho. Et toi, maintenant que je retrouve... Moi, j'ai fait un medley. Oui, c'est ça. Je fais un medley de 2 films sortis en décembre dernier, dont j'aurais dû parler plus tôt, mais j'ai pas eu le temps, car il faut faire des choix parmi les multiples sorties en salle, ce qui veut dire mettre forcément de côté des choses pourtant intéressantes. Et là, j'ai eu des scrupules, et comme ils sont encore un peu à l'affiche, j'en parle brièvement en les mettant en parallèle, voire en perpendiculaire. Alors, il s'agit d'une part du turc Crossing Istanbul, où on a Lia, une femme géorgienne à la retraite, qui part dans le labyrinthe de la cité turque, rechercher sa nièce disparue depuis trop longtemps. Et l'autre film, c'est le marocain Everybody Loves Touda, avec une jeune mère célibataire de province qui veut aller faire carrière comme chanteuse à Casablanca. Alors, le côté parallèle, c'est qu'il s'agit de 2 portraits de femmes fortes, incarnées d'ailleurs par des actrices qui sont merveilleuses, 2 femmes de générations différentes, qui ne s'en laissent pas compter, mais qui vont chacune faire face à une réalité sociale ou sociétale pas forcément jolie. Et le côté perpendiculaire de ces 2 films, c'est que l'un est plutôt optimiste, avec une tendance au feel-good movie, c'est Crossing Istanbul, alors que l'autre est un récit plus tragique avec une conclusion amère. Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch signe Everybody Loves Touda. Son film de 2015 qui s'appelait Much Loved évoquait la prostitution au Maroc et avait été censuré pour ça, parce que c'est bien connu, le commerce du corps n'existe pas dans ce pays. Bien sûr. Et il a aussi scénarisé, ce Nabil Ayouch, Le Bleu du Caftan, pour moi un des meilleurs films de 2022 qui évoquait l'homosexualité masculine et avait donc là aussi fait grincer les dents du pouvoir marocain. Le réalisateur de Crossing Istanbul s'appelle Levan Akin, il est suédois d'origine géorgienne et c'est son 3e long métrage. Alors il est aussi celui-là l'auteur, j'ai vu ça après, d'une série de science-fiction passionnante diffusée sur Arte il y a une dizaine d'années qui s'appelait Real Humans, avec des robots domestiques à tout faire, et c'était assez glaçant. On a donc avec ces 2 films 2 beaux portraits féminins réalisés par 2 hommes, avec des récits situés dans des sociétés plutôt machistes, où marquer sa différence et avoir le souci d'émancipation féminine en particulier, sont des attitudes tout juste tolérées, mais seulement dans la mesure où ça ne va pas trop loin. J'ai trouvé intéressant que dans chacun, il n'y ait aucune référence à la religion.
En fait, une seule, très brève dans Everybody Loves Touda, ce qui est rare dans les films venant de pays où l'islam est prégnant, comme c'est le cas de la Turquie et du Maroc. On y boit aussi pas mal d'alcool dans ces deux films, et je me doute que ces partis pris ne sont pas anodins de la part des deux cinéastes. Autre similitude qui rapproche les deux longs métrages, dans chacun, on a un magnifique portrait d'enfant, du même âge, à une dizaine d'années. D'un côté, un gosse des rues d'Istanbul, livré à lui-même, débrouillard, et de l'autre, un enfant sourd et muet, adoré par sa mère. Alors si l'un ou l'autre, ou les deux films passent encore près de chez vous, allez voir ces beaux mélodrames sensibles et émouvants pour tomber amoureux de ces deux femmes sublimes de dignité, Lia et Touda, avec un voyage à Casablanca et Istanbul en bonus. Miren al químico que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo comando a matar a sus socios y familia, a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Ustedes me sacan ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie, o solo un poco. Soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás. Miren al secretario de Educación Disque Pública, especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, Chucho, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, quien votó por él, la gente o el cartel. Hay que comprobar si uno a uno los votos de los campesinos. Págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Pero gracias a Dios, tengo a mi lado a una mujer excepcional, Ardila Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando. Miren al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Perder a un ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena. Es una condena. Es una condena. El Mal, chanté par Zoé Saldana, extrait de la tragédie musicale Emilia Pérez, dont la musique a été composée par Camille. Je me demande si elle chante pas aussi sur cette chanson, Camille. Titre nominé dans la catégorie chanson de bande originale aux prochains Oscars, après avoir obtenu un Golden Globe dans cette même catégorie il y a quelques jours. Le film de Jacques Audiard a aussi reçu plein de prix au Golden Globe, prémisse des Oscars où il a de fortes chances de rafler la mise aussi. Alors, les Globes d'Or sont attribués par environ 300 journalistes étrangers venant de 76 pays, mais qui travaillent aux États-Unis. Alors que pour les Academy Awards, donc les Oscars, c'est un vote de près
de 10 000 professionnels du cinéma, essentiellement américains, auprès duquel il faut faire du lobbying. Hein. Ah oui, parce que bien évidemment... C'est il y a de Camille, un documentaire de Camille, elle dit que c'est dingue le lobbying qu'il faut faire. Bah, ils envoient des milliers de CD, enfin de DVD pour qu'ils puissent voir les films. Alors Patrick, tu es l'homme qui a vu l'ours dans le Jura. Alors tu nous en parles ? Bah oui, alors lorsque j'ai vu que le film Un ours dans le Jura était de et avec Franck Dubosc, tu as eu des sueurs froides. Ben j'ai eu une certaine appréhension. Hein, quand on connaît la filmographie de Franck Dubosc, bon, c'est pas toujours très glorieux. La première leçon de cette année, c'est qu'il faut se méfier de ses a priori et il faut les dépasser. Alors, l'histoire. Bravo. Un jour, Michel, au volant de son 4x4 d'exploitant forestier, se retrouve nez à nez avec un ours. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas dans les Rocheuses aux USA, mais bien dans le Jura, en France, où le dernier ours aurait été vu dans les années 60. Et attention, 1860. Donc, on peut imaginer sa surprise. Surpris par telle rencontre, il fait une super bombardée qui va causer un accident. Un accident, vous allez le voir, qui n'est pas banal, avec des dégâts collatéraux aux conséquences... Ouais, j'en dirai pas plus sur le scénario du film Un ours dans le Jura. Alors souvent, on aime bien catégoriser les films. Eh bien, je peux dire qu'Un ours dans le Jura est avant tout une comédie, mais sur un fond d'histoire quand même assez dramatique. Ça aurait très bien pu être un film d'horreur, surtout quand on voit le début. Mais c'est plutôt du côté humour noir, humour décalé, et forcément, quand on voit le film, du côté de nos frères Cohen, qu'il faut aller chercher la comparaison. Là, imaginez, vous remplacez le Minnesota de Fargo par les routes enneigées du Jura. Là, pas de flic enceinte, mais c'est un gendarme, pas du tout habitué à traiter des meurtres. Oui, parce que j'ai pas dit, parce que je veux pas divulgacher, il y a quelques meurtres dans le film. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans la banalité pour les morts. C'est plutôt brutal, violent, inattendu et pour autant drôle. Donc, côté force de l'ordre, je l'ai dit, un gendarme bienveillant, qui voit pas forcément sa fille de 18 ans grandir, comme tous les parents. On a une adjointe esselée en recherche de l'âme sœur, elle est formidable, l'actrice qui nous joue ça. Et puis viennent se promener dans le film des migrants qui en ont dans le ventre, vous comprendrez cette allusion en voyant le film. On a bien sûr, pourquoi je dis bien sûr, on a aussi des narcotrafiquants qui sont également de passage dans le film. Alors si je reviens à ce Michel, il vit, ou plutôt on pourrait dire qu'il survit avec Cathy, son épouse. C'est un couple, on le sent bien, qui est usé par le temps et ce qui n'arrange rien, avec beaucoup de difficultés financières. C'est un couple qui se parle plus vraiment, un couple avec un enfant légèrement différent. Alors pour interpréter ce couple, le Michel, c'est Franck Dubosc. Pour pas être méchant, dans le sud, on dirait il est gentil. C'est un gentil garçon qui a pas beaucoup de flamme, qui est un peu pleutre et qui est souvent réfugié derrière Cathy, sa femme. Et Cathy, elle est interprétée par Laure Calabi. C'est elle qui porte tout dans le film. Là, quand on parle de charge mentale, on peut y aller, c'est elle qui se prend tout. La belle surprise aussi dans le film, c'est l'interprétation de Benoît Poulvorde, qui est excellent dans ce rôle de flic. Preuve que des monstres comme ça, quand ils sont bien drivés, ça donne des choses assez extraordinaires. Rien que pour le voir, c'est merveilleux. À l'inverse, Franck Dubosc est tout dans la retenue. Des fois ça nous fait du bien parce que quand il n'est pas dans la retenue, c'est un petit peu lourd. Là, il a vraiment mis ses acteurs en premier plan. Laure Calamy,
comme à l'accoutumée, elle sait apporter la folie dans son personnage. Ça me rappelle ce film où elle jouait, où elle interprétait une femme qui écrasait les gens. J'ai plus le titre, c'était un film de 2023. Qui écrasait les gens. Oui, d'accord. oui. Oui, Ouais. Une vengeuse. Ouais, aussi, elle se vengeait, je me rappelle de ça. Ben moi je trouve, dans ces moments toujours un peu difficiles, avec cette météo pluvieuse, de voir un film qui sait manier l'humour noir et froid. Moi je trouve que c'est drôle, c'est glaçant. Bon, on va faire je l'ai déjà dit, on fait la comparaison avec Fargo. Bien évidemment, Hervé va dire du mal du film. Pas que. Mais forcément, ça c'est Hervé. Bon, ça Non. mais vous connaissez, on a plein de comédies franchouillardes. Bon, un peu gonflantes. Vous savez, les films avec des Michel Larocque ou des choses comme ça, quand ils vont au Portugal, tout. Enfin, Bourdon, etc. Et encore Bourdon. Lachaud aussi. Lachaud, alors là, je peux pas supporter. Et ben là, un film comme ça qui essaye de nous proposer autre chose, je trouve que c'est un plaisir. Puis je trouve qu'il y a, esthétiquement, le sang sur la neige, c'est toujours photogénique. La tentative de comédie policière décalée, alors fortement inspirée d'un certain cinéma américain, mais que je trouvais en partie réussi seulement. Tu évoques les frères Coen, ce qui est bien gentil pour Franck Dubosc. Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction, avec plusieurs scènes très bien montées en parallèle. Là, je me suis dit, ça va être super. Mais ensuite, moi, j'ai trouvé des ajouts scénaristiques à l'histoire principale, pas forcément judicieux, ni crédible, ni drôle, ou les trois à la fois. Exemple, le personnage du fils, que je trouve traité de façon incongrue, de mon point de vue, le fils handicapé. Les scènes familiales du flic joué par Paul Vord, qui est très bien, c'est vrai, mais avec sa fille en particulier, bof. Ce qui se passe au commissariat avec les migrants tamouls, bof. Ça introduit quand même des scènes drôles quand il découvre ce que peut faire sa fille. C'est quand même. Et puis la partie boîte libertine échangiste, bof aussi. Et l'acteur du boss, alors tu dis qu'il est tout en retenue, moi je l'ai trouvé surtout assez monolithique. Plus, au-dessus de ça, le choix de chansons ringardes au possible. Alors si c'est pour enfoncer le clou de la bêtise des protagonistes, j'ai trouvé ça un peu poussif et ça écorche les oreilles. Alors Laure Calamy, c'est toi qui disais la dernière fois qu'on la voyait plus. Moi je l'ai vue 3 fois récemment. Oui. On complice... Elle arrive souvent par vagues. En complice de vengeance de Yolande Moreau dans le téléfilm Arte Je ne me laisserai plus faire. Qu'on avait beaucoup aimé. Ouais. Dans l'émouvant Quoiqu'un peu tire-lame, Mon inséparable, elle est une mère courage d'un enfant handicapé, tout comme dans Un ours dans le Jura. Moi, je trouve qu'elle reste intéressante, mais on commence quand même à avoir pas mal ces tics d'actrice. Bon, et si on traversait l'Atlantique pour aller du côté du Brésil, pour que tu nous parles d'un titre, d'un film qui nous dit « Je suis toujours là ». Oui, Je suis toujours là. Film qui transpose en fiction une histoire réelle. Alors, c'est parfois casse-gueule, mais là, ça fonctionne. Rio, janvier 71, belle maison au bord de la plage d'un ancien député progressiste, Rubens Paiva. Vie bourgeoise, famille heureuse avec 5 enfants, et ce tableau idyllique va être bousculé, car la maison va être envahie et fouillée par des hommes se présentant comme militaires, mais ne donnant aucune explication à cette intrusion. Le père est placé en détention, et quelques heures plus tard, sa femme, Eunice, et une de leurs filles sont également arrêtées. La famille ne reverra plus jamais Rubens. Le film va suivre la lutte de cette femme contre le pouvoir pour exiger des explications, ce qu'elle continuera à faire toute sa vie. On voit ici son combat acharné pour obtenir justice, mené pendant plus de 40 ans, montré par un scénario plutôt bien ficelé, très efficace, sans être tape à l'œil, avec 3 périodes. 71, donc, la partie la plus longue, puis 25 ans après, en 96, et enfin 2014. On peut penser, notamment dans la première partie, à certains films politico-policiers de Costa Gavras, dans la lignée État de siège ou L'aveu, avec arrestation arbitraire kafkaïenne, mais ici, sans trop d'effets
thriller. C'est l'émotion qui domine sur l'action. C'est en effet un film que je trouvais vraiment très émouvant sur le souvenir, la mémoire, la famille et la recherche de vérité. On s'attache aux personnages qu'on nous montre vieillir, la mère héroïque, admirable, et aussi les enfants, avec entre eux des rapports tellement chaleureux. La mise en scène nous rend sensibles au sort tragique et authentique, donc, de la tribu familiale. L'actrice Fernanda Torres, elle incarne avec force cette femme impressionnante de dignité et de détermination qui aura consacré sa vie à rechercher la vérité. Il y a quelques jours, elle a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique. J'ai au passage appris ou réappris des choses avec ce film. D'un point de vue historico-politique, on connaît les dictatures sud-américaines des années 70-80, comme celle de Videla en Argentine ou Pinochet au Chili, mais moins d'autres, comme celle du Brésil, qui a été pourtant de 1970 à 1985. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde d'un point de vue géopolitique, c'est quand même important de rappeler ça. Alors dans un autre style, tout autre style, à rapprocher du récent The Shot the Piano Player, film d'animation musicale pour grands, qui menait lui aussi une enquête sur un disparu brésilien, musicien de jazz, lui, au moment où l'Amérique latine sombrait sous le joug des juntes militaires. Un petit mot sur le cinéaste brésilien qui signe « Je suis toujours là », adapté d'ailleurs d'un livre du fils du père disparu, et qui revisite ici l'histoire politique de son pays, en particulier sa dictature militaire. Il s'appelle Walter Salles peut-être, réalisateur, scénariste, monteur et producteur qui traite souvent de sujets sociopolitiques. L'homme a eu une reconnaissance internationale avec son second long métrage, Centro do Brasil, Ours d'or à Berlin en 98. On lui doit aussi Carnet de voyage en 2004 avec Gaël García Bernal en jeune Che Guevara parcourant l'Amérique latine. Et également en 2012, l'adaptation de Sur la route de Jacques Kerouac, au casting 100% américain, moyennement réussi celui-là. Je suis toujours là. Le film sort le 15 janvier. Il a reçu le prix du scénario au dernier festival de Venise et il est le ticket brésilien du film étranger aux prochains Oscars. Du cinéma, comme si la vie suffisait pas. On allume des projos à rendre le soleil penaud. On dirige des micros comme si nos oreilles étaient miroirs. On raconte des histoires, on fait pas semblant d'y croire. On fait du cinéma comme si la vie suffisait pas. De nous voir plus grands 10 fois, c'est tellement moi que c'est pas moi. Comme demain, comme autrefois, on fait toujours du cinéma. Et s'il ne restait que ça de notre passage ici-bas, Allez, moteur demandé. Ça tourne, allez. 8 sur 1, 3e. Léance, ça tourne. Action. Regarde. Les cordelettes. les cordelettes. Coupé. Oui, merci. C'est coupé. Ce sera le cinéma, ce qui le mieux nous décrira. Quand on sera plus là,
quand un vrai E.T. nous regardera. Quand on sera plus là, il restera le cinéma. Quand on sera plus là, on sera toujours là. Quelque part, on fait du cinéma. Philippe Catherine avec Cinéma, tiré de son dernier album Zouzou, un morceau arrangé façon musique de film vieillotte, et quand on écoute les paroles, bel hommage au 7e art. Alors l'artiste multicarte, auteur, compositeur, interprète, réalisateur, dessinateur, écrivain, plasticien, chroniqueur de radio, n'en jetez plus, et maintenant connu mondialement depuis sa prestation Dionysos bleu et nu à la cérémonie des JO. C'est un acteur qui sait se mettre à nu. Oui, mais justement, acteur pour le grand écran, mais pas toujours pour le meilleur, moi je trouve. Hein. Son film préféré, alors d'après une interview lue récemment, La maman et la putain de ce brave Jean Eustache. Ce court-métrage de 3 heures. On est obligé de dire Jean Eustache à chaque émission, car on est un des partenaires médias du cinéma éponyme situé à Pessac. On y arrive toujours, hein, sans forcer. Et on arrive déjà à la rubrique deuxième couche, c'est ça ? Ah oui, mais alors là, c'est une sacrée deuxième couche, parce que ça ressort beaucoup, là. Voilà, des reprises de 2024 en janvier 2025. Pour voir ou revoir en ce début d'année de bons films, ou supposés tels de l'an dernier, plusieurs dispositifs vont s'échelonner et parfois même se superposer dans de nombreuses salles partout en France. Alors j'en mentionne 3. À signaler quand même pour ces séances de rattrapage, 4 de nos chouchous de l'année, voire notre top 2024 dans la précédente émission, sont en commun dans les 3 programmes de reprise. Il s'agit de l'Iranien Les Graines du Figuier Sauvage et des 2 Français L'Histoire de Suleiman et Emilia Pérez. Il y a clairement un consensus sur les qualités cinématographiques de ces 3-là, qui ont d'ailleurs déjà pas mal marché, dépassant les 500 000 spectateurs. Et je trouve que c'est chouette de leur offrir un prolongement. Alors le 4e présent dans les 3 listes, c'est Monte Cristo. Alors lui, il avait peut-être pas besoin de ce coup de pouce supplémentaire, vu que près de 10 millions de personnes l'ont déjà vu. Alors, localement, le cinéma Jean Eustache de Pessac, il a déjà ouvert le bal avec son Best-of 2024 du 8 au 14 janvier. En plus des 4 films cités, on trouve entre autres la merveilleuse animation sans parole Flow, un des premiers films français qu'on a défendu. Oui. Les Fantômes. Ah oui. Où un ancien prisonnier des geôles syriennes de Bachar el-Assad traque son ex-tortionnaire en Europe. Et j'ai noté, Patrick, un japonais à côté duquel La mélancolie, je crois, c'est ça. Mais la je l'ai mélancolie, pas vu. J'irai voir ça. Ensuite, du 22 au 28 janvier, les reprises Télérama en association avec l'AFKE, Association française des cinémas, arts et essais. Donc, dans des salles indépendantes partout en France. On y trouvera, en plus de films précités, quelque chose qui sera bien d'actualité au moment de son investiture, The Apprentice, biopic ravageur des débuts de Trump, et le très atypique Miséricorde d'Alain Guiraudy. Alors, j'ai appris qu'il avait été shortlisté pour représenter la France aux Oscars, comment ça s'appelle, Miséricorde. Mais ça m'étonne pas qu'il ait été rayé de la liste, car il y a dedans, en passant, un sexe masculin en érection, et c'est celui d'un curé. Et en plus, il n'est pas très joli ni très vaillant. Mais les curés, ils sont... Là, il y a plusieurs films. Tout à l'heure, on a parlé d'un ours, un ours dans le Jura. Il y a un curé qui est pas mal aussi. Ouais. Alors, Télérama ajoute quelques avant-premières à ces reprises. On les évoquera plus tard. Enfin, côté multiplex, le réseau UGC propose du 15 au 28 janvier ces incontournables. Alors les incontournables UGC, c'est d'après les votes de son public. Les films qui ont eu au-delà de 4 sur 5. En plus de certains déjà mentionnés, j'en retiens d'autres qu'on a défendus ici, comme le polar carcéral
Borgo avec Afia Herzi, la tragicomédie italienne Il reste encore demain, le glaçant La zone d'intérêt, relatant la vie familiale d'un officier allemand responsable d'un camp de la mort, et Tatami, sur une judoka iranienne qui, lors d'une rencontre internationale, se rebelle contre les injonctions du pouvoir de son pays. Bref, en plus des multiples nouveautés en salle, il n'y a que l'embarras du choix et aucune excuse pour ne pas se rendre dans vos cinémas préférés. Voir le détail des programmes et les horaires des salles participantes. Attention, les rediffusions ne passent souvent que pour quelques séances. Hein. Bon, alors, c'est pas tout. Hein. On rappelle en deuxième couche quand même qu'il y a d'autres films dont on a parlé qui sont encore à l'affiche. Oui, moi tu m'avais donné envie et j'ai été voir Conclave, et donc un thriller, un thriller à Rome, film très intéressant, oui. Avec une fin dans l'air du temps. Oui, et Ralph Fiennes, il est très bon quand même. Hein. Il y a, on était un peu partagé sur Sarah Bernard. Toi, t'avais beaucoup aimé, moi un peu moins. Disons que Sandrine Kiberlin est quand même divine dedans, hein, je trouve. Oui. Quiet Life, le drame d'une famille de réfugiés russes, pas suisses, hein, russes en Suède, hein, et puis tes chouchous. Ah bah alors, il y en a deux que j'aime beaucoup. Je suis très content que ce soit des comédies, en plus des comédies françaises et des comédies françaises réussies. Alors il y a En fanfare avec Benjamin Laverne et Pierre Lautin, et puis l'OVNI qui nous vient lui aussi du Jura. Le Jura, il a vraiment il marche bien actuellement. Hein. C'est le film 20 dieux de Louise Courvoisier. Alors, tu dis comédie dramatique, un peu quand même aussi. Hein. Oui. Et Je ne me laisserai plus faire, qui est pas sur Arte, oui. Le seul film télévisuel dont on a parlé depuis le début à Movies, je crois. Hein. Oui. Et puis Ernest Cole, je sais pas s'il est encore à l'affiche. Ernest Cole, je pense qu'il est encore programmé, oui. Alors, dans la rubrique maintenant, Viseur, j'ai pensé à faire une petite rubrique, quelques films attendus pour 2025. Alors, bon ou mauvais, on verra, hein, mais voici une petite liste de quelques grosses sorties, plus ou moins appétissantes, repérées tout le long de l'année. Alors, La chambre d'à côté, le Almodovar, on en parlera sans doute la prochaine fois, hein. Moi je sais que je l'ai pas vu. Hein. Fin janvier, Mercato, où on trouvera Jamel Debbouze dans les arcanes du foot, en sélectionneur, je crois. Un parfait inconnu, biopic sur les débuts de Bob Dylan, avec Timothée Chalamet dans le rôle. J'ai l'impression que les dylanophiles purs et durs risquent de s'étrangler. Février, 2 autres biopics, celui de la Calas, intitulé Maria, avec Angelina Jolie dans le rôle titre, plus celui de l'architecte hongrois revenu des camps de concentration, Laszlo Toth. The Brutalist. Ouais, The Brutalist, avec Adrian Brody. Plus à signaler aussi, prévu je sais pas trop quand, un sur Michael Jackson. Et Denis Villeneuve, entre deux dunes, nous concocte celui de Cléopâtre, carrément. Bref, carton plein, question biographie filmée. Je croyais que tu allais dire carton-pâte. Non, carton plein, question biographie filmée, comme en 2024. Hein. Février toujours. Steven Soderbergh revient en force, en s'attaquant d'abord à un genre qui manquait à sa filmographie, l'horreur surnaturelle, avec Présence. Plus quelques semaines après, du même Soderbergh, The Insider, thriller d'espionnage avec Cate Blanchett. Daniel Craig, il a rendu son tablier 007. Hein. Il change de style, voire de genre, avec Queer, où il est englué dans une passion pour un jeune dans le Mexico des années 50. Avril, Mickey 17, c'est le nom du nouveau film de Bong Joon-ho. C'est celui de Parasite, avec Robert Pattinson en plusieurs exemplaires, car il est cloné. Ton amie luxembourgeoise, elle va être contente avec Pattinson cloné. Cronenberg frappe de nouveau. Encore. Avec Les Linceuls, où Vincent Cassel communique avec les morts. Novembre, Chien 51. Si, film noir de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Un film qui compte aussi à son casting Xavier Dolan et Artus, ça intrigue forcément. J'ai plein d'autres films encore. Allez, oui, mais on n'a plus le temps, là. On n'a vraiment plus le temps. Les Schtroumpfs, les Jurassic Park, Superman, Blanche-Neige, Frankenstein, les Tuches, Bridget Jones, il va falloir que je lui coupe le micro. Qui partent en vrille. Alors tout ça, c'est des ressucés, hein, des
des préquels, des reboots, etc. Et puis quand même aussi James Cameron qui va nous faire les poches à Noël avec le 3e épisode. Fire and Ash, c'est le nom. Voilà pour les réjouissances à venir. On se dit à bientôt. À bientôt et encore bonne année, on peut le dire. Hein. Oui, bonne année.